Bonjour à tous et bienvenue. Nous abordons aujourd'hui la partie 18 et elle va commencer tout de suite. Enfin, pas vraiment, parce qu'il faut comme d'habitude que je vous montre 2-3 choses. Alors, c'est ici que je me suis arrêté. J'ai, comme vous le voyez, dans l'outliner, préparé déjà les 6 premières séquences. Ainsi, je vais pouvoir vous montrer des astuces supplémentaires concernant les particules. Si vous vous souvenez bien, nous avons parlé précédemment de créer des collections par séquence avec des scénarios de lumière, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Ici, vous pouvez voir l'animation. Et si je regarde en termes d'éclairage, voici ce que nous avons. Et j'ai fait ceci pour l'instant, au moins les 2 premières séquences. Celle-ci aussi. Et aujourd'hui, nous allons commencer. Oh, ah c'est cool, j'avais jamais vu cette vue ainsi, mais c'est plutôt sympa. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, on ne va pas perdre trop de temps. Ok. Donc, je vais commencer par parler de caméra. Et comme vous pouvez le voir, à l'heure actuelle, j'ai également animé les caméras par séquence. Et c'est ce que nous voulons avoir dans le projet final, bien entendu. Je vais commencer avec cette scène. Je vais ajouter un plan et dupliquer ce cube afin de pouvoir mieux voir si on se déplace ou non. Okay, parce que sans cube, on ne se rendrait pas forcément compte que la caméra bouge. Donc, à gauche, on a la vue caméra, et ici, on a une vue 3D classique. Donc, normalement, pour l'éclairage, vous avez assez de base pour le faire vous-même, et pour les caméras, je vais vous montrer ce que je fais habituellement. Donc, les mouvements de caméra du projet sont relativement simples, et c'est fait exprès. Donc, ce que vous pouvez faire, là, c'est d'ajouter une clé au début à la caméra, et ce que j'aime bien faire moi, c'est de commencer par seulement des clés de location, donc d'emplacement dans l'espace. Je vais en ajouter une deuxième à la frame 30, ainsi en bougeant ma caméra, et ensuite, appuyant sur I, je vais rajouter une deuxième clé. Donc pour l'instant, c'est relativement simple. Je trouve que c'est un peu rapide, donc je vais déplacer la deuxième clé, et ensuite faire en sorte que la plage de lecture s'arrête à 60, ainsi ça fait une boucle. Et là, nous avons notre mouvement. Mais bon, la plupart du temps, il peut arriver que nous ayons besoin de faire des mouvements qui vont pas en ligne droite. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est que si un objet animé est sélectionné, vous pouvez aller dans l'onglet Object Properties. Si vous allez dans la section Motion Path, vous pouvez ajuster la plage de calcul, et ensuite, en appuyant sur Calculate, il vous redemande une nouvelle fois la plage. Ici, on appuie sur OK. Cela va afficher une ligne qui représente le mouvement de l'objet. Et sur cette ligne, les points représentent les images, et donc, plus de points sont écartés, et plus l'objet bouge vite entre ces deux images. On peut le voir au début, les points sont rapprochés, donc on a une accélération, et à la fin, aussi, on a donc la décélération. Ce que je peux faire ensuite, c'est activer l'option AutoKey dans la timeline. Ainsi, il va ajouter une clé d'animation tout seul. Et si je déplace mon objet, on voit bien
que la ligne essaie de le suivre. Ok. Et maintenant, elle se met à jour automatiquement en fonction de la nouvelle clé d'animation qu'on a ajoutée. Cela crée une nouvelle trajectoire. Si cela ne se met pas à jour, on peut toujours appuyer ici sur Update Path qui va mettre à jour la trajectoire. Et ce qu'on peut voir ici, ensuite, c'est que l'écart entre les points vont sans doute changer. Donc là, ça ne s'est pas mis à jour, donc je vais cliquer. Et on voit bien que sur la partie droite, les points sont beaucoup plus écartés que la partie gauche. Donc ça va aller rapide au début, et ensuite ralentir énormément après cette clé. Et c'est un mouvement qui va être pas fluide du tout. D'accord? Vous vous en rendez compte dans la vue caméra. Et l'idéal pour ce genre de mouvement, en tout cas pour le projet en tout cas, c'est d'avoir quelque chose de très fluide. Donc, je vais remettre cette clé où elle était en appuyant sur CTRL Z. Et on se rend compte que là, c'est quand même beaucoup plus fluide. Voilà. Pour une base, c'est très bien. C'est toujours un petit peu rapide, mais ça va. Et je vais maintenant ouvrir mon Graph Editor pour voir toutes les clés qui ont été ajoutées. Donc, comme j'ai appuyé sur AutoKey, il a rajouté des clés pour la rotation et pour l'échelle. Je vais les sélectionner et ensuite choisir Delete Channel pour les supprimer. Ainsi, je vais garder seulement mes clés de location. Et donc, si maintenant je veux ajouter une rotation à ma caméra, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je crée une clé au tout début du mouvement et une autre clé seulement à la fin du mouvement. Ça me permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc là, je vais changer la rotation initiale de la caméra et je vais en rajouter seulement une à la fin. Parce que si j'en rajoute une au milieu, on risque d'avoir un mouvement qui va pas avoir le même rythme. Et la rotation est plus difficile à voir, sauf dans le Graph Editor, mais pas directement dans la vue 3D comme on peut voir avec la trajectoire. Le mouvement est bien plus fluide, donc on le voit vraiment mieux. Je vais ajouter des cubes en plus là où la caméra voit à la fin. Voilà, les agrandir sur l'axe Z. Et maintenant on peut se rendre compte du mouvement. Ok, donc ça c'est la base de la manière dont moi j'anime des caméras pour avoir un mouvement fluide. Je vais vous montrer un truc en plus qui est important. Sur cette caméra, on a un triangle au-dessus qui est plein, en noir. Cela signifie que c'est la caméra active. C'est-à-dire que quand on passe en vue caméra, on voit à travers cette caméra. Mais si maintenant j'ajoute une autre caméra dans ma scène, on se rend compte que le triangle au-dessus n'est pas plein. D'accord? Donc cette caméra n'est pas la caméra active. Vous avez vu peut-être au début de la vidéo, en bas de ma timeline, j'ai des sortes d'indicateurs qui sont appelés marqueurs. Et donc vous avez un menu correspondant. Donc si on va dans ce menu et qu'on choisit Add Marker, on va avoir un marqueur créé qui va s'appeler par défaut F17. Donc il est sur la frame, donc l'image 17. On peut le renommer en allant dans Marqueur et Rename Marqueur. Je vais l'appeler Marqueur Test par exemple. Et on peut en créer un sur n'importe quelle image et les déplacer comme on veut dans la timeline. Et quelque chose de très utile, c'est que si vous avez un objet sélectionné, et pour cela il est préférable que ce soit une caméra, on peut aller dans Marqueur et choisir Bind Camera to Marker. Cela veut dire que dès que la tête de lecture va passer sur ce marqueur, on va changer la caméra active
Donc la première caméra n'est plus active, elle n'a plus de triangle noir. Donc si je vais au début et que je refais un bind camera to markers, on voit bien qu'on a un marqueur au début de l'animation sur la première caméra. Et une fois qu'on a passé le second marqueur, on voit bien qu'on passe à la deuxième caméra. Et c'est ce que j'ai dans cette scène ici. Donc, on peut le voir. J'ai un marqueur pour chacune de mes caméras et j'en ai une par séquence. Et j'ai aussi ajouté un marqueur à la fin de chaque séquence avec un petit écart entre fin et début. Ainsi, ça me permet de modifier la longueur de ma séquence si je le souhaite, sans que cela mange sur la séquence d'après. Et donc, grâce à ces marqueurs, je peux, par exemple, utiliser le raccourci sur mon clavier CTRL et la touche début pour paramétrer le début de ma plage de lecture. OK. Et maintenant, si je déplace ma tête de lecture et que je vais dans marqueur, je peux choisir Jump to Next Marker, donc il va aller au prochain marqueur. Donc maintenant, je sais que je peux régler la fin de ma plage de lecture avec le raccourci CTRL et fin. Et voilà, j'ai maintenant ma première séquence qui est bien délimitée dans ma timeline. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut jouer l'animation directement dans Blender et regarder à quoi ça ressemble. Et sinon, dans la vue 3D, on a un menu qui s'appelle View, donc Vue, et on peut utiliser le paramètre Viewport Render Animation, et cela va faire un rendu de l'animation, mais basé sur la vue 3D, donc la vue en mode solide comme ça, qui est beaucoup plus rapide que de faire un rendu final, puisqu'on ne calcule ni les lumières, ni les matériaux. Donc cela permet d'avoir un rendu qui est beaucoup plus rapide. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est aller dans le menu de Blender Render et choisir View Animation. Et Blender va ouvrir une nouvelle fenêtre avec l'animation qui joue. De cette manière, on est sûr que la lecture est en temps réel. Elle ne sera pas ralentie par le logiciel ou un truc comme ça. D'accord ? Et une chose intéressante à faire, c'est que vous pouvez maintenir le bouton gauche de la souris sur l'image. Cela vous permet de jouer l'image en fonction de la position de votre curseur. Ainsi, vous pouvez vous dire précisément, tiens, à cette image-là, il y a un problème avec cette pierre, et peut-être qu'à cette image-là, je peux voir là qu'il y a un détail ici qui ne convient pas. Donc, c'est la première partie de la leçon d'aujourd'hui, et maintenant, passons à la suite. Nous allons commencer par nous occuper de la séquence 6. Donc elle commence ici, voilà, et la fin n'est pas définie puisque je n'ai pas encore travaillé dessus, donc je vais la mettre de manière aléatoire. Et dans le storyboard, cela correspond à ce moment où les feuilles s'enroulent autour de la plante. Donc, ce que je pense faire, c'est faire passer la caméra à gauche du support de livre et ensuite regarder la plante en fin de séquence. Mais pour commencer, je vais d'abord travailler sur les particules pour être sûr que la caméra les suit. Donc je vais commencer par ajouter un plan. Voilà. Il est ici. Et je vais le déplacer de manière à correspondre à la zone où je veux que mes particules soient au début de la séquence. Donc, elles vont commencer par ici. Je vais changer le nom du plan. Là, une particule spawner. Je vais ajouter un système de particules. Et je l'ai déjà préparé avant, mais j'ai déjà une collection.
qui contient des feuilles. Vous vous souvenez, celle qui a été utilisée pour la plante. J'en ai fait une autre, et au lieu d'avoir 3 types de feuilles, je l'ai dupliqué les 3 et j'en ai fait 6, juste pour avoir encore plus de variations. D'accord ? Donc maintenant je vais modifier les paramètres d'émission des particules pour que ça corresponde à notre plage de séquence. Ok. Peut-être modifier le nombre, peut-être 500 pour commencer, on va voir ce que cela va nous donner. Elles sont un peu petites pour le moment. Donc je vais modifier leur taille, je vais la comparer à celle des feuilles sur la plante directement. Comme ça, elles seront ni trop grandes, ni trop petites. Je pense que là, c'est très bien. Ok. Donc, maintenant, j'ai mes particules. Elles sont à peu près au bon endroit. Je vais modifier leur vitesse, donc la section velocity, pour qu'elle soit à 0, afin qu'elle ne s'écarte pas du plan. Et ensuite, annuler toute la gravité sur elle. Donc j'ai besoin maintenant de 2 choses. Si vous vous souvenez, dans le storyboard, on a des feuilles qui sont au sol au début, qui vont vers la plante, et ensuite qui vont suivre un chemin autour de la plante. Et donc pour contrôler leur mouvement, je vais devoir ajouter un objet force field, et on peut aussi, pour avoir quelque chose qui est déjà fait, utiliser le menu ajouter, et dans la catégorie force field, je peux choisir l'objet curve guide. Donc c'est une courbe qui va guider nos particules. Au début, nous avons 2 cercles qui sont les zones de départ et les zones de fin. Donc je vais modifier leur emplacement pour qu'elles aillent dans la bonne direction. Ok. Ainsi, le départ est là où les feuilles sont. Et, alors, j'avais oublié, mais je vais vous ajouter les raccourcis. Et maintenant, je vais aller en Edit Mode sur cette courbe. Et je vais modifier sa forme. On va afficher seulement ces 2 éléments pour que ce soit plus visible. Et maintenant, si je joue l'animation, les particules vont le long de la courbe. Leur vitesse dépend exclusivement de leur temps de vie, donc lifetime. Plus elles vivent longtemps, et plus lentement elles vont aller. Ok ? Donc si on voit, si je les réduis, toutes les nouvelles particules qui naissent vont plus rapidement. Et cela est lié parce que à la fin du parcours, les particules disparaissent. Et maintenant pour les paramètres de la courbe, je vais vous montrer certains paramètres. Free, ça veut dire que cela représente une partie de leur temps de vie après lesquels les particules continuent à vivre, mais comme là elles sortent du guide, en fait elles vont un peu n'importe où. Fall of Power, c'est l'influence de la courbe sur les particules, d'accord ? Plus il est élevé et plus elles vont suivre la courbe. Le paramètre Clumping Amount, ça va permettre aux particules de se rapprocher les unes des autres vers la fin de la courbe. Et Use Max, cela représente la distance à laquelle la courbe va influencer les particules. C'est-à-dire que si les particules sont trop loin, elles vont pas se laisser influencer. Et ensuite, vous avez un dernier paramètre en bas, qui est appelé Kink. Et donc, si je change son type en braid, donc braid, c'est l'équivalent des tresses, ok? Et au début, forcément, nous n'avons pas de changement sur le mouvement des particules. Elles suivent encore la courbe. Et si je change la fréquence et l'amplitude, on voit maintenant, on reconnaît
cette espèce de mouvement circulaire qui fait donc comme une tresse. Et ensuite, le paramètre shape, plus il est élevé, plus les particules vont se rapprocher entre elles et de la courbe. Je vais ajouter une rotation aléatoire aux particules à la naissance, pour que ce soit plus intéressant. Et maintenant, on voit bien ce mouvement. Voilà. Nous avons à peu près ce que nous voulons. Ce qui peut être pas mal à considérer, c'est que ce système de particules, il a un nom, il s'appelle Particle Setting 002. Si je rajoute par exemple une sphère, je peux lui acheter un système de particules, mais changer celui qui lui est affecté, donc choisir le 002. Je vais masquer le premier. Et maintenant, peut-être que si je change la taille de mon émetteur, et modifier certains paramètres du Curve Guide, j'ai quelque chose qui peut être plus intéressant et plus vers ce que je souhaite avoir pour le projet. Donc, comme pour tous les éléments physiques et les simulations, cela demande beaucoup d'ajustements des paramètres pour obtenir vraiment ce que nous désirons. Donc, je les modifie un petit peu comme ça pour avoir quelque chose qui soit un peu plus proche du guide. Donc, je vais réduire l'amplitude parce que je trouve qu'elle s'écartait un peu trop. Ok. Et là, on a quelque chose. Je vais décocher le paramètre Use Max puisque c'est plus nécessaire. Et donc, à partir de là, bien sûr, il va falloir que je trouve une solution pour avoir donc quelques particules au sol au début, parce que on se rendrait compte là que les particules sortent de nulle part. D'accord ? Et donc, on a une bonne base. On va retourner à la scène entière. Et ce que je vais faire, c'est modifier la courbe afin qu'elle fasse donc le tour de la plante. D'accord ? J'en suis à mon premier tour, que j'avais mis un peu trop haut. Et je vais maintenant faire le second tour. Il est terminé. Et donc maintenant, si on observe un petit peu le mouvement des particules, on a ça. Donc, pour maintenant faire en sorte qu'on n'a pas l'impression que les particules naissent de nulle part, je pense qu'on peut avoir ce système de particules qui va arrêter justement d'émettre des particules et en avoir un autre caché derrière la plante. En 3D, on peut faire ça, bien entendu, qui va faire le reste des particules, celles qui sont vraiment autour de la plante. Donc, je vais aussi, en parallèle, commencer à animer la caméra pour qu'on voit exactement comment ça se passe. Donc, on a les premières feuilles par terre qui avancent doucement. Et ensuite, je monte la vue pour voir toutes les autres. Je vais donc maintenant dupliquer ce système de particules. D'accord ? Et je vais le placer donc, comme j'ai dit, derrière le pot de fleurs. Et maintenant, on a l'impression, si on regarde dans la vue caméra, que les particules au-dessus de la plante sont ce qui était déjà là, et que celles au sol les rejoignent simplement. Donc je pense qu'on est bon avec ce que nous avons fait. Ce que je vais faire là, c'est faire ce que je vous ai montré avant, aller dans View et faire Viewport Render Animation.
et ensuite Render View Animation. Et maintenant on peut voir le résultat de ce que nous avons fait. On voit qu'il y a des choses qui sont pas géniales. Et donc j'en ai modifié quelques-unes. Je fais un nouvel essai là. Et je trouve que c'est quand même bien mieux. Ok ? On va dire que c'est bon. Comme je l'avais dit avant, il faut savoir s'arrêter tout de même. Donc je pense que c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour cette séquence. La prochaine fois, nous allons voir tout ce qui est feu et fumée pour la séquence de la cheminée quand elle s'allume. J'espère que vous avez apprécié cette leçon et que vous allez bien réussir à faire en sorte que les particules tournent autour de la plante. Une recommandation serait de pas faire comme moi, d'ajuster les paramètres vraiment petit à petit plutôt que de les faire un peu aléatoirement comme ça. Donc je vous souhaite de passer de très bons moments et à la prochaine fois. Bye.